puisqu'on sait plus ou moins comment les gens prennent leurs prêts hypothécaires. Et rien que cette augmentation-là, c'est 180 shekels. On pense que depuis le début de avril, c'est-à-dire au moment donné où les prix ont commencé à augmenter, on parle de 1000 à 1200 shekels par mois en plus pour une famille de devoir payer une mashkanta, et c'est beaucoup. On se retrouve aujourd'hui avec lui ce matin dans notre studio. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, on va faire ensemble un survol de la presse économique de cette semaine et on va revenir avec vous sur les principaux dossiers que vous vouliez, dont vous vouliez débattre ce matin à l'ordre du jour de l'actualité économique. Plusieurs sujets extrêmement importants. Et le premier, c'est l'augmentation du taux d'intérêt à nouveau. Du taux d'intérêt, on a augmenté de 0,75% à 2,75%. Et il faut juste rappeler, je pense que vous allez le faire, mais rappeler que il y a quelques mois à peine, en avril, on était à 0,1%. Tout à fait, oui. Vous avez tout dit dans ces deux chiffres-là. C'est faramineux comme augmentation. D'ailleurs, la Banque d'Israël parle d'augmenter encore de 0,5% jusqu'à l'année prochaine. On compte un peu l'année prochaine. Et donc, elle pense être à 3,5%, même 3,5% en 2023. Il faut dire en plus que ce que vous venez de dire, que le taux, ça c'est le taux de la Banque d'Israël. La plupart des emprunts commencent dans les banques à ce qu'on appelle le primes. Les banques ajoutent encore 1,1% à ce chiffre. Donc on en est maintenant, si vous faites 2,75 quand vous avez fait plus 1,1, ça fait presque 4%, ouais. Et c'est beaucoup pour les gens. C'est d'abord, je voudrais dire les répercussions qui ont été immédiatement dites par la presse, par les prix hypothécaires financiers sur les prix hypothécaires, que cette augmentation de 0,75%, d'ailleurs je rappelle que celle d'avant était aussi de 0,75%, fait augmenter celle-là de à peu près 180 shekels par mois. Je parle d'un prêt, il a été fait des simulations sur les prêts hypothécaires moyens qui sont pris, puisqu'on sait plus ou moins comment les gens prennent leurs prêts hypothécaires, et rien que cette augmentation-là, c'est 180 shekels. On pense que depuis le début que vous avez parlé de avril, c'est-à-dire au moment donné où les prix ont commencé à augmenter, on parle de 1000 à 1200 shekels par mois en plus pour une famille de devoir payer une mashkanta, et c'est beaucoup. Alors, il y a eu d'abord... pourquoi il a fait ça d'abord? Il a fait ça parce qu'il a fait ça, comme je dis souvent, il a voulu aller comme la banque américaine, et aussi d'ailleurs les banques européennes maintenant ont une politique agressive. Il a fait exactement le même chiffre qu'ils ont fait. Il a dit aussi, on en reviendra, qu'il y a une bonne situation de l'emploi en Israël, donc il n'a pas peur qu'il y ait une récession. Et il a dit, moi je ne peux pas résoudre à moi tout seul le problème de l'immobilier. Il a fait une allusion qu'il y a un problème dans l'immobilier qui a effectivement augmenté de 18% pendant un an. Maintenant, il y a eu des réactions du monde économique et d'abord de l'immobilier à ce niveau-là. Les Yoatza Mashkanta, c'est-à-dire ceux qui, le syndicat, le groupe qui regroupe ceux qui conseillent les gens pour prendre des prêts hypothécaires, ils parlent d'un chiffre assez impressionnant. Ils disent qu'on considère que si un ménage dépasse 40% de son revenu net, je parle, pour payer une mashkanta, alors il peut y avoir un problème de remboursement. Et ils disent, avec cette nouvelle augmentation, on s'approche en moyenne de ces 40%. Et donc, on risquerait d'avoir un problème de remboursement pour les ménages, parce que lorsqu'ils ont pris leur mashkanta, lorsqu'ils ont pris leur prêt hypothécaire l'année dernière ou avant ces augmentations, ils ne savaient pas que ça serait tellement fort. Et même, à plus forte raison pour ceux qui ont pris bien avant. Et donc... Alors, quel pourrait être l'effet? Effectivement, il y aurait donc un endettement de la part de ces foyers. Alors, et comment ça se traduirait ensuite? Moi, je peux vous dire que, par exemple, en Angleterre, la réponse est, on pense 30% de baisse du prix de l'immobilier, parce que les banques maintenant hypothécaires en Angleterre ont dit on peut plus prêter, les gens vont plus rembourser, on peut plus prêter. Et il faut pas qu'on arrive à cette situation-là. Eh bien voilà, on a trouvé la solution pour baisser l'immobilier. Non, parce que les banques ne passent pas ça. Ça veut dire, ça entraînerait, ça entraînerait une grave crise financière, parce que les premiers touchés sont les banques, que les gens diront, alors les banques peuvent sauter si les gens peuvent pas rembourser. D'ailleurs, je pense que une des raisons pour lesquelles la Banque d'Israël fait ça, et c'est normal, d'ailleurs,
exercer son rôle, une des choses qu'elle fait, c'est la stabilité du monde bancaire. Elle, ce qui l'intéresse toujours, c'est savoir si les banques gagnent assez d'argent et ne sont pas en difficulté financière. Ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait un problème de ce côté-là. Et il a peur, il le dit depuis un an, voire plus, qu'il y a trop de crédits sur l'immobilier. Donc c'est une des choses qu'il a fait. Maintenant, les Kablanim, les promoteurs, disent aussi que pour l'immobilier, c'est pas ça qui fera baisser les prix, c'est quelque chose de problématique pour eux d'augmenter tellement ces taux. Eux, ils pensent que la solution, c'est de permettre de beaucoup plus donner des terrains pour construire. Il y a eu aussi, c'est la première fois que j'ai vu ça, du monde économique, c'est-à-dire le patron des patrons, le chef du service de la chambre de commerce, etc. en Israël, qui ont protesté contre cette augmentation parce que c'est aussi sur les prix sur les consommations. Ils ont peur d'une récession et ils ont peur que ça soit de plus en plus difficile pour les ménages. Et je pense qu'il y a d'autres solutions. Peut-être qu'on va parler après du problème des normes qui a été fait. Je redirai quelque chose à ce sujet, que je pense qu'il y a d'autres solutions que d'augmenter les taux et qu'effectivement, on aurait pensé peut-être qu'il aurait pu faire moins fort. Dernière chose, j'ai oublié de dire à ce sujet, c'est que la presse a dit le taux augmenté, le shekel a augmenté. C'est-à-dire par rapport au dollar. Je dis, de toute façon, l'euro est pas tellement... Enfin, il a remonté aussi, mais disons que c'est surtout le dollar qui intéresse en Israël. Il est retombé autour des 3,50. Alors, ils ont dit, vous voyez, c'est l'augmentation des taux. Non, c'est le fait que les bourses américaines sont allées mieux pendant 2 jours, et c'est ça qui a fait remonter le shekel et pas l'augmentation prévue des taux de la Banque d'Israël. Alors, on va passer au second sujet dont vous vouliez parler ce matin, c'est la suppression de la norme israélienne pour les importations. De quoi s'agit-il ? Oui, c'est-à-dire il y a mercredi dernier, ils ont annoncé ça, le gouvernement. Il y a en Israël, c'est un pays assez unique pour ça, 127 normes encore qui sont spécialisées pour Israël. En hébreu, le mot est teken, teken israéli, une norme israélienne. Pour importer, il faut être conforme à la norme israélienne. Alors, il y a par exemple pour la clim et des choses comme ça avait déjà été supprimé parce que des fois c'est des choses absurdes. Alors, il y en a 127 comme j'ai dit. Il est possible, et à mon avis, c'est une des raisons aussi, le ministère de la Santé, qui s'est beaucoup opposé à enlever ces normes-là, c'est aussi parce qu'il y a un envie bureaucratique du régulateur de ne pas céder sur les normes qu'il a. Donc, il y a quelque chose qui existe à ce niveau-là, et je veux dire, parmi les 127 qui existent, peut-être on aurait pu en supprimer certains. Et comme ça a été fait d'ailleurs, et sans grande discussion, et si ça avait été fait dans le passé, c'est peut-être parce que le ministère de la Santé voulait avoir de la force, et peut-être aussi, on en parlera, pour protéger l'industrie locale ou d'autres choses. Maintenant, là, j'ai vu bombastiquement, ça y est, il n'y a plus de normes israéliennes. Alors je suis rentré dans les titres, des fois les annonces qui sont faites, surtout un mois des élections, sont différentes de la pratique. Il y en a 127. Ce que moi j'ai vu, par exemple dans Globes, c'est que sur les 127, le 1er janvier 2023, il y en a 60 qui vont disparaître. Donc, il restera quand même beaucoup, comme le lait, la viande hachée, des choses comme ça, qui sont très importants pour les gens. Alors d'abord, il faut faire attention, c'est pas tout qui va être permis. Maintenant, quelle est l'idée du gouvernement ? D'ailleurs, c'était une mesure qui a été préconisée par le député, sûrement vous connaissez Avi Kara, qui représente les indépendants. Il a beaucoup lutté pour cette libéralisation. L'idée est de faire que si on permet, on enlève des normes et qu'on permet en Israël ce qu'on fait en Europe, ça va coûter moins cher. D'ailleurs, je voudrais dire, juste avant ça, quelque chose qui me semble important de souligner, c'est que le ministère de la Santé, il y a quand même une partie des choses qui, à mon avis, avait sa place. Par exemple, si on importe ici n'importe quoi comme agriculture, il peut y avoir des maladies qui existent en Europe et qui n'existent pas en Israël. Lieberman dit, j'ai pas compris pourquoi, c'est comme ça. Maintenant, point de vue, donc, de ce que on peut dire par rapport à ces mesures, donc à part qu'il va en rester 60, c'est que est-ce que ça va vraiment faire baisser les prix et est-ce que ça va augmenter le nombre de produits que les gens vont avoir au supermarché ? Et la réponse est pas obligatoirement, j'ai vu. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que le secteur de l'importation est très monopolisé. Et en vérité, pas n'importe qui pourra répondre même aux nouvelles normes. Donc je ne suis pas sûr que ça va vraiment aller soulager le porte-monnaie des Israéliens.
Allez, on va essayer de donner une bonne nouvelle concernant les données de l'emploi. Oui, je vais rapidement deux bonnes nouvelles à ce niveau-là. Les licenciements de l'été, ce qu'on appelle les gens qui sont qu'on doit licencier pendant la période de l'été, ont baissé de 30% par rapport à l'année dernière. On n'était que 15 000 personnes. Ça veut dire qu'on a un bon marché de l'emploi. D'ailleurs, il y a une statistique qui a été publiée sur combien le salaire moyen a augmenté. Il a augmenté de 3,5%. On est presque à 12 000 shekels. Donc ça veut dire qu'il y a une offre d'emploi qui fait qu'il y a un peu d'augmentation de salaire. Mais pas une augmentation de salaire qui va jusqu'à l'inflation. Ça veut dire qu'Israël n'est pas comme en Amérique, une spirale inflationniste où les salaires conduisent à l'inflation. C'est uniquement, à mon avis, quelque chose d'importé et quelque chose au niveau de l'immobilier. D'ailleurs, la solution que je voudrais dire concernant les normes et les autres choses où la Banque d'Israël, c'est à mon avis, il devrait faire, parce qu'on avait pas seulement parlé ici, il y a un excédent budgétaire en Israël assez important, il devrait faire comme en France on fait, une politique de bouclier tarifaire, c'est-à-dire on pourrait dire que pour certains produits, l'État va aider d'ailleurs ou directement les gens, ou bien stopper l'augmentation, comme il a fait un peu sur l'essence, mais bien sur l'impôt sur l'essence, oui. Et ça permettrait effectivement de bloquer un peu l'inflation. Et donc c'est peut-être aussi une des solutions pour lesquelles le gouvernement devrait aller. C'est une bonne nouvelle, effectivement. Et on va terminer, puisqu'on approche de la fête de Sukkot désormais, sur le prix des étrogim. Est-ce que ce prix sera conditionné par la Shemitah, l'année de Shemitah qui vient de se terminer? Oui, je ne sais pas si vous allez faire des programmes là-dessus, ce qu'on appelle Otsar Bedin, c'est-à-dire que dans l'année de Shemitah, il y a une partie, ceux qui ne font pas d'après la vente de la rabbinat ne peuvent pas avoir l'argent qu'ils pourraient avoir d'habitude, uniquement les coûts, comme on appelle ça. Et il faut savoir que les étrogim, il n'y a pas d'étrogim qu'on appelle Eter Mechira, c'est-à-dire il n'y a pas d'étrogim sur lequel des gens ont vendu leur serre aux Arabes par l'intermédiaire de la rabbinat qui leur permettrait de faire normalement les choses. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est les gens qui s'occupent d'étrogim sont des gens qui sont, vous avez dit Schardad comme le mot il a dit, c'est-à-dire ou c'est sionistes religieux ou c'est des Haredim, et c'est des gens qui ne veulent pas le faire par rapport à ce Eter Mechira. Pour des questions de principe. Et donc nous avons cette année, j'ai vu ça dans le Machon Torah Avaret. Le Machon Torah Avaret, c'est un institut qui est connu et qui est très sérieux. Il a dit il n'y aura pas de étrogim, donc de Eter Mechira. Il y aura soit de l'importation de Maroc, souvent, et d'Italie ou autre. Maintenant, j'entrerai pas le concern de la halakha. Il y a là-bas, il peut y avoir beaucoup de problèmes de étrogim qui ont été greffés avec le citron, donc ça peut être un problème. Maintenant, point de vue du prix, je voudrais dire, j'ai vu les prix qui ont été annoncés justement par le Machon Torah Avaret sur les étrogim. Il parle d'un étrog qui c'est entre 20 et 200 shekels. Voilà les prix que nous aurons. Et on peut se poser une question. Et on peut se poser une question. Comment ça se fait que si d'après la loi juive, l'agriculteur ne peut avoir que le produit du coût de son travail, comment ça se fait qu'on arrive à des prix de 200 shekels par étrog? Et il y a un problème aussi, et ça ils ont dit beaucoup de... Ah oui, au Tsar Bedin, ça pourrait pas être 200 shekels. Beaucoup de gens ont laissé leur étrogim cette année, n'ont pas travaillé leur étrogim, et il y a un problème aussi des gens qui viennent n'importe comment et prendre des choses, et ça peut abîmer les plantations. Il y a aussi ce problème-là. Il y a un problème cette année aussi, d'après ce que j'ai vu, que beaucoup moins de gens se sont lancés sur la vente des étrogim dans les Tsar Bedin, parce que c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Il y a beaucoup de problèmes. Je ne sais pas comment, en vérité, dans la halakha, c'est pas moi qui pose la question, c'est le Machon Torah Avaret qui pose la question. Point de vue de la loi juive, c'est pas évident que tout soit respecté. Et c'est parce que la Shemitah voulait qu'on ait des prix pour le consommateur qui soient beaucoup plus agréables. La logique aurait voulu que les prix soient... Ou bien de le faire comme la Mishnah dit, de vendre les 4 choses en même temps, mais ça se passe pas comme ça, et normalement on devrait pas pouvoir les trier, tout ça, et c'est pas ça qui va se passer dans leur pratique. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est que ça a été une mauvaise surprise. Voilà, je voulais prévenir de ça. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour cette revue de la presse décalée en raison de Yom Kippour. Alors, je ne sais pas si on se retrouvera pendant la moyenne, je pense pas. Non, pas la moyenne, mais la semaine d'après, tout de suite après les fêtes de Sukkot. Donc, on vous souhaite Shabbat Shalom d'abord, et puis également une bonne fête de Sukkot, Chag Sameach, et à bientôt. Merci.